Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois de décembre. C'est une vidéo que je suis toujours impatiente de faire, arriver à la fin du mois parce que j'adore ça. Je trouve vraiment que c'est la concrétisation de tous nos avis de lecture qu'on a pu faire au cours du mois. Ça me permet aussi de parler de toutes les lectures que je fais sans en oublier une seule. Et bref, on va commencer tout de suite. Comme toujours, cette vidéo est divisée par différentes catégories de genres de lecture et je commence avec le fantastique et la fantasy. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le seul livre fantastique que j'ai à vous présenter, c'est Cassidy Blake, le 3e tome, Pont des âmes, de Victoria Ishwa, publié chez Lumen, et ça a été une excellente lecture. J'ai adoré encore une fois ce tome, enfin cette histoire. J'adore les aventures de Cassidy Blake, j'adore ce personnage. Si vous ne le savez pas, Cassidy Blake, c'est une petite fille de 12-13 ans à peu près, je crois que son âge n'est pas complètement précisé, mais qui a subi une expérience de mort imminente et qui depuis peut voir des fantômes. D'ailleurs, son meilleur ami en est un, et grâce à cette capacité qu'elle a à voir les fantômes, elle peut traverser le voile. C'est entre deux, entre le monde des vivants et le monde des morts. Et vraiment, ça l'amène à vivre énormément d'aventures et à essayer de comprendre quel est son rôle et à quoi ça lui sert d'avoir ce pouvoir-là. Bref, j'adore les aventures de Cassidy Blake et j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus pour pas vous spoiler non plus. Sachez que dans le premier tome, on se les suit donc à Édimbourg. Dans le deuxième tome, Cassidy se retrouve à Paris et ici, l'histoire se passe à la Nouvelle-Orléans. Et j'ai adoré la place du folklore de la Nouvelle-Orléans dans cette histoire. Pour moi, c'est un gros point positif. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de novembre, j'avais trouvé que la trame de l'intrigue se répétait un petit peu entre le deuxième et le premier tome. Et pourtant, ici, dans le troisième tome, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus original et j'ai beaucoup plus aimé. Mais pour le coup, c'est pas non plus un coup de cœur, mais une excellente lecture parce que pour moi, il y a un point qui ne passe pas. C'est que je trouve que ces personnages qui ont entre 12 et 13 ans sont bien trop autonomes pour leur âge. Alors dans certains cas, on se dit oui, bon, voilà, c'est l'histoire et tout, on ferme les yeux, mais à certains moments je me suis vraiment dit qu'ils étaient vraiment trop jeunes pour faire certaines actions qu'ils faisaient. Ça m'avait déjà un petit peu dérangé dans les deux premiers tomes et pas tant que ça. Ici dans le troisième tome, ce qui a fait vraiment que ça m'a dérangé, c'est qu'on a un personnage de cette tranche d'âge qui va changer son billet d'avion tout seul et voyager seul sans l'accord de ses parents, et ça par contre c'est vraiment pas passé. Pour moi ça manque de crédibilité. Malgré tout, j'ai vraiment adoré cette histoire et je ne peux que vous recommander de lire Cassidy Blake si jamais vous ne connaissez pas. On passe maintenant à la fantasy et le premier livre de fantasy que j'ai à vous présenter, c'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. C'est un livre que j'ai commencé en novembre, que j'ai un petit peu lu encore début décembre, mais que j'ai vite mis en pause. Comme vous pouvez le voir, j'en suis à 54%, 426 pages, et en fait ce qui fait que je n'arrive pas à continuer dans cette histoire, c'est tout simplement que je suis passée à autre chose. J'avais envie de lire autre chose. C'est vrai que j'aime beaucoup cette histoire. Ici on y suit Arya qui va se découvrir un pouvoir des mots, un pouvoir très important qui va permettre de sauver son royaume, etc. et qui va suivre de folles aventures pour essayer de comprendre comment maîtriser son pouvoir. Sauf que, arrivé à plus de 400 pages, on ne sait toujours pas où va Arya, on ne sait pas quelle est sa destinée, quel est son but, et c'est quelque chose qui m'a vraiment freinée et qui fait que j'ai eu envie de passer à autre chose, d'autant plus que j'avais beaucoup de lectures que j'avais besoin de lire pour les Auto Edition Awards, donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo, et en même temps, je voulais aussi lire des lectures de Noël, donc j'ai laissé celui-ci de côté. Malgré tout, j'espère pouvoir le reprendre à un autre moment, je ne sais pas du tout quand ce sera le cas, mais j'espère quand même pouvoir continuer cette histoire parce que franchement elle a énormément de potentiel et j'ai adoré la plume des auteurs qui sont des auteurs qui prêtent une grosse importance au vocabulaire employé et à la précision des mots, et franchement j'ai vraiment adoré cet aspect là. J'ai appris des mots en lisant ce livre, pourtant je ne l'ai pas fini, donc j'ai hâte de pouvoir le continuer un jour. En tout cas je ne le mets pas dans les abandons, je le mets juste dans les livres en pause. Ensuite j'ai lu Eyama, le premier tome des Gardiens des Mondes de Mathilde Tresson, qui est un livre que j'ai lu dans le cadre des Auto Edition Awards. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup dans cette vidéo puisque j'avais quand même beaucoup de livres à lire, et même si j'en avais lu certains en novembre et que j'en lis encore en janvier, j'en ai lu quand même une grosse partie en décembre. Ici on y suit Amy, une jeune femme qui est formée pour devenir gardien des mondes et qui du coup depuis toujours attend d'être affectée sur une nouvelle planète pour une mission particulière. Et là du jour au lendemain elle se retrouve affectée sur la planète d'Eyama pour récupérer un prisonnier et un objet précieux, et du coup elle se retrouve vraiment embarquée dans une aventure où elle va à la fois découvrir la planète, ses particularités, parce que même si elle était préparée à cette mission et même si elle connaissait beaucoup de choses théoriquement sur cette planète, forcément en réalité c'est un petit peu différent, et elle va vivre toute une aventure pour essayer de retrouver ces objets, enfin cet objet et ce prisonnier, et revenir chez elle au bout d'une semaine seulement. Donc ça lui laisse très peu de temps pour faire toute cette aventure, toute cette quête, et franchement j'ai adoré parce que c'est hyper dynamique. Et les chapitres sont assez courts et donnent envie d'enchaîner à chaque fois avec la suite, et c'est quelque chose que j'ai adoré dans cette histoire. Pour moi
moi, le seul bémol de cette histoire, c'est qu'il y a une romance qui, selon moi, est un petit peu en trop. Pourtant, vous savez à quel point j'aime la romantasy et j'adore quand il y a des romances dans mes histoires de fantasy. Mais là, en une seule semaine, je trouve que la romance n'avait pas trop le temps de s'étoffer et de prendre de la place. Et pour moi, ce livre, c'est avant tout une aventure, de la fantasy, et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal avec la romance. Malgré tout, elle est intéressante aussi, mais voilà, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai beaucoup accroché. Néanmoins, ça a été une très bonne lecture et je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir ce livre. Je crois que le deuxième tome va sortir dans quelques mois, donc ça arrivera assez vite si jamais ça vous intéresse. Ensuite, les deux autres livres de fantasy que j'ai lus sont des livres que j'ai lus en dématérialisé, puisque j'ai lu Le Secret du Faucon en livre audio et en e-book. Ça a été une superbe lecture aussi, j'ai adoré cet univers de fantasy. C'est une fantasy médiévale dans laquelle on va suivre Cyrielle qui est formée dans un couvent pour devenir nonne, et en fait Cyrielle est l'héritière de Montfaucon, et suite à une attaque dans le couvent dans lequel elle est formée, elle va se retrouver à devoir retourner à Montfaucon auprès de son oncle qui est le comte de Montfaucon justement, et de retour dans son château d'enfance, elle va découvrir de nombreuses choses et des événements vraiment particuliers qui vont poser des questions par rapport au passé, au présent et surtout au futur, et je vous laisse découvrir tout ça en lisant vous-même ce roman si jamais ça vous intéresse, mais sachez que je l'ai adoré. Et ensuite, la dernière fantasy que j'ai à vous présenter, c'est Les Serpents de Passe-Muraille de Héloïse Michaels. C'est une fantasy qui se situe dans un royaume dirigé par deux rois, mais ça c'était à l'époque, et entre-temps l'un des frères est mort et il n'en reste plus qu'un sur le trône, et il est prêt à donner succession à ses fils qui pourraient potentiellement tous les deux prendre place sur le trône. Le problème, c'est qu'à cette cour il y a beaucoup d'histoires de complots, de trahison et de jalousie, et forcément cette succession ne se passera pas comme prévu. Je vous laisse découvrir la suite en lisant ce livre, mais sachez que je l'ai adoré également, ça a été très captivant et j'ai trouvé hyper original justement cet aspect où il y a deux rois sur le trône et tout. Enfin, je trouve ça juste trop bien et super original. On passe maintenant aux histoires contemporaines pour finir ensuite avec tout ce qui est en rapport avec Noël, parce que je pense que c'est plus intéressant de garder ça pour la fin. Donc j'ai lu en contemporain Captive de Julie Jean-Baptiste. Je vous avoue que ça a été un abandon puisque je me suis arrêtée à mi-parcours pour cette dark romance. Je ne suis vraiment pas adepte du genre, mais j'ai quand même voulu tenter l'expérience pour les Auto Edition Awards. Malheureusement, c'était vraiment pas fait pour moi, je vous en parlerai un petit peu plus dans la vidéo des Auto Edition Awards, mais ici on va y suivre une jeune fille qui est justement retenue captive et elle ne sait pas si la personne qui l'a enfermée est son bourreau ou là pour la protéger, et elle va être témoin d'énormément de choses, de proxénétisme, de meurtre, de vente de drogue et tout ça, et pourtant elle ne réagit absolument pas. Alors oui, elle a eu la mémoire effacée, mais à un moment donné, j'arrivais pas du tout à me reconnaître dans ce personnage, j'étais très dérangée par les propos abordés dans ce roman, et du coup j'ai pas réussi à persister et à continuer à lire cette histoire jusqu'au bout malheureusement, mais peut-être que ça pourrait plaire à certains d'entre vous, je n'en sais rien. Sachez que c'est de la dark romance, donc apparemment il y aura une romance dedans. Moi, du peu que j'en ai lu, je n'ai pas vu les prémices de cette romance, mais peut-être que ça pourrait vous plaire. Et une histoire en demi-teinte, j'ai lu également Celle qui charmait les sirènes de Lélia Edith, et ça n'a pas été une histoire vraiment faite pour moi, encore une fois. J'étais vraiment très déçue par cette histoire, comme vous pouvez le voir, le livre est très court. Ici on va y suivre l'histoire d'Ariane qui va se retrouver dans un voyage d'affaires en Grèce aux côtés d'Electra qui est du coup une riche héritière qui a repris les rênes de l'entreprise dans laquelle elle travaille, et ça l'a pas fait pour moi puisque on va y suivre une romance entre Ariane et Electra, et pourtant je n'ai pas réussi à me plonger dans cette romance. Je n'ai rien contre les romances lesbiennes si c'est quelque chose que vous pouvez vous demander, mais là je n'ai pas réussi à me plonger dans cette histoire. J'ai trouvé que c'était trop simple, trop facile, trop cliché aussi par moments, et que les personnages étaient trop caricaturés à mon goût. Il n'y avait pas suffisamment de nuances pour me captiver et pour que je me projette dans cette histoire. Malheureusement, ce n'est pas une histoire qu'il a vraiment fait avec moi. En plus de ça, c'est une histoire qui se passe en plein été, et même si c'est pas quelque chose que je juge dans ce roman, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué puisque mine de rien, lire une histoire qui se place en plein été, en plein mois de décembre, c'est toujours un petit peu particulier, et s'il n'y a pas à côté de ça certains éléments qui font qu'on va se replonger dedans et qui font qu'on va vraiment aimer l'histoire et s'attacher au personnage ou je ne sais quoi, c'est un peu compliqué de se projeter dans ces paysages vraiment ensoleillés de la Grèce en plein été alors qu'on est en plein mois de décembre et qu'il fait froid. La dernière lecture que j'ai faite en contemporain qui n'a aucun rapport avec Noël, c'est le tome 3 de Perfect World de Ri Haruga. C'est une histoire que j'aime beaucoup dans laquelle l'handicap a une place très importante et relativement bien traitée. Néanmoins, ce troisième tome, ça a été à la fois une très belle lecture dans le sens où c'est très émotif. J'ai adoré encore une fois l'ambiance de cette histoire, la difficulté que rencontrent ces personnages et tout ça, mais il y a des
points qui m'ont un peu plus dérangée. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus stéréotypé et un petit peu moins en nuances que d'habitude. Et surtout, c'est vraiment dans le mélodrame là. J'avais trouvé que le tome 2 était beaucoup plus dur que le premier. Et là, on est encore une fois dans quelque chose d'assez sombre. Et j'espère vraiment que par la suite, ce sera un peu plus joyeux et qu'on retrouvera cette légèreté du premier tome que j'avais vraiment adoré. On passe ensuite aux lectures en rapport avec Noël. Et avant de vous parler de romance de Noël, je vais vous parler d'une histoire que j'ai écoutée en livre audio et que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. C'est un livre jeunesse que j'ai adoré écouter. Franchement, c'était trop bien. Ici, on y suit Jack qui vit dans une famille recomposée et qui s'entend très mal avec sa sœur par alliance. Et suite à une dispute avec elle, il va perdre son doudou. Et forcément, va s'en suivre une grande épopée pour essayer de retrouver son doudou justement. Et là, c'est juste merveilleux puisqu'il va se rendre dans le pays des choses perdues et va essayer de récupérer son doudou à cet endroit-là où les objets ont tous une âme, ont tous une vie. Et j'ai trouvé que cette histoire avait vraiment un aspect Toy Story et vice versa. Je l'ai adoré, ça m'a vraiment plongé dans cet univers. C'est un petit peu triste quand même par moment, faut dire ce qui est. Pour moi, le seul bémol de cette histoire, c'est toute la première partie qui est très longue. On va suivre Jack pendant le divorce de ses parents, lorsqu'il va déménager, lorsqu'il va rencontrer son beau-père, lorsqu'ils vont s'installer ensemble, et etc. Et c'est très long avant de rentrer vraiment dans cette aventure, cette folle aventure qu'il a avec le cochon de Noël. Honnêtement, j'aurais presque préféré que cette première partie ne soit pas non supprimée mais au moins raccourcie pour vraiment rentrer un peu plus dans l'aventure. Néanmoins, je pense qu'elle a aussi son importance pour qu'on s'attache à Jack et qu'on comprenne bien l'attachement qu'il a aussi à son doudou et à quel point son doudou est important dans sa vie et qu'on comprenne vraiment pourquoi il se lance dans tout ça au final. Bref, ça a été une excellente lecture, j'ai adoré découvrir cette histoire et j'espère que si vous ne l'avez pas encore découverte, que vous la découvrirez prochainement parce que je l'ai adoré, vraiment c'était trop bien. Et le livre audio franchement est juste génial, je lui mets mention spéciale parce que là pour le coup c'est un livre audio dans lequel il y a plusieurs narrateurs, chaque personnage a son propre acteur et on a également des bruitages et tout, enfin clairement il manque juste l'image et ça en fait un film, c'était juste super, j'ai adoré cette histoire. On passe maintenant aux romances de Noël et dans ce cadre-là j'ai lu donc Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. C'est une lecture que j'ai adorée. Ici on y suit Gail, une femme qui a tout dans la vie, elle a une entreprise hyper florissante et tout, mais elle ne parle plus à ses filles, Ella et Samantha, depuis plusieurs années. Elle les a vraiment perdues de vue et suite à un accident elle va se rendre compte que c'est quelque chose qui la peine beaucoup et elle va essayer de se rapprocher de ses filles par tous les moyens. Ella et Samantha ont vraiment fait leur vie très proche l'une de l'autre mais à part de leur mère en fait pour différentes raisons et vont voir ça un petit peu d'un mauvais œil mais en même temps se dire pourquoi pas, on va tenter la chance, tenter de ressouder notre famille et elles vont se retrouver toutes les trois à passer Noël dans les Highlands puisque Samantha a besoin de s'y rendre pour visiter un domaine bien particulier pour son agence de voyage et franchement j'ai adoré cette histoire. C'est une histoire qui va vraiment parler de l'importance de la famille, qui va montrer que voilà, toutes les familles ne sont pas parfaites, que c'est parfois difficile de bien s'entendre avec sa famille mais que malgré tout c'est important d'essayer de faire des efforts. J'ai adoré l'ambiance des fêtes dans cette Écosse enneigée, c'était juste trop bien. Le seul truc que j'ai un petit peu moins aimé, c'est qu'on a une alternance de points de vue à chaque chapitre, mais les chapitres sont très longs. Donc quand on a un personnage qui évolue en arrière-plan et qu'on ne voit pas quand on est du point de vue d'un autre, c'est assez difficile de retrouver un petit peu où il en était. Je pense notamment à Samantha quand je dis ça, puisque c'est la seule dans cette histoire qui va vivre une histoire d'amour. Et c'est vrai que cette histoire d'amour, on la voit évoluer, mais avec des briques manquantes et du coup c'est assez particulier de voir qu'à chaque fois qu'on revient du point de vue de Samantha, on a comme fait un saut dans l'espace en fait par rapport à cette relation qu'elle est en train de construire, mais en même temps j'ai adoré et ça montre aussi que les personnages continuent à vivre même lorsqu'on ne se soucie pas spécialement d'eux. C'était juste trop chouette, donc si vous ne l'avez pas lu cette année, je vous le recommande fortement pour l'année prochaine. En même temps c'est Sarah Morgan et pour moi c'est la queen des romances de Noël, vous allez voir ça juste après. Puisqu'en effet je vous en avais parlé dans ma vidéo des recommandations de romances de Noël que j'avais à vous faire et je vous avais parlé de la trilogie Snow Crystals que j'avais adoré. En tout cas j'avais lu les 2 premiers tomes et ça avait été d'excellentes lectures, voire des coups de cœur et je m'étais dit il serait temps de lire le 3e tome et donc j'ai acheté ces 3 tomes sur Vinted et je les ai relus, en tout cas j'ai relu les 2 premiers pour pouvoir découvrir le 3e et c'était juste génial, vraiment.
trop bien. Aussi bien que lorsque je les ai lus la première fois, je crois bien en 2015. Dans le premier tome, La danse hésitante des flocons de neige, on y suit Kayla qui va débarquer à Snow Crystals pour son agence de communication. Elle est là pour refaire toute la communication de Snow Crystals. C'est une entreprise de sport d'hiver qui est en faillite et qui a vraiment besoin de retrouver de nouveaux clients, avoir un nouveau souffle et se relancer pour fonctionner de nouveau. Et elle va du coup rencontrer Jackson O'Neill qui a repris la tête de cette entreprise familiale et Kayla déteste Noël, elle a beaucoup de mal avec la famille parce qu'elle a vécu un traumatisme plus jeune. Du coup, c'est vrai que ça va être très particulier pour elle de se retrouver plongée à Snow Crystals qui semblait à premier abord être un bon échappatoire pour quitter un petit peu l'ambiance de Noël à New York et en fin de compte, elle se rend compte que finalement Noël est hyper important aussi à Snow Crystals, mais ça ne va pas l'empêcher de tomber amoureuse à la fois de ce charmant endroit mais également de Jackson O'Neill. S'il y a bien une chose que j'ai adorée dans cette histoire, c'est la place de la famille, la place de Noël, l'ambiance des sports d'hiver, de la neige, de la montagne et surtout l'alchimie entre Jackson et Kayla. On peut avoir l'impression au premier abord qu'on est un peu sur un coup de foudre ou en tout cas une attirance physique très forte entre ces deux personnages et pourtant c'est des personnages qui apprennent à se connaître au fur et à mesure et j'ai adoré cette histoire, vraiment c'était super chouette. Les deuxièmes tomes cette fois-ci se passent en plein été, on y suit Sam et Elise qui sont des personnages qui ont vécu des deuils assez difficiles, qui ont un gros background qui implique une grosse reconstruction d'eux-mêmes et qui vont réussir à retrouver du réconfort l'un en l'autre. C'est des personnages qui se connaissent depuis très longtemps puisqu'ils ont déjà eu une relation l'été précédent d'ailleurs, qui était supposée être une relation sans lendemain mais finalement ils se rendent compte qu'ils ont toujours attiré l'un par l'autre et surtout ils se rendent compte que dès qu'ils sont ensemble, ils arrivent à parler de ces sujets très difficiles pour eux dont ils ne parlent à personne tout simplement. Ça a été vraiment une superbe lecture, j'ai adoré la reconstruction des personnages, pour moi c'est même encore meilleur que le premier tome, je trouve que l'ambiance est hyper bien décrite, ça me donnait juste envie d'aller faire des randonnées en montagne, c'était juste trop bien. Et pourtant c'est une lecture qui se passe en plein été et que j'ai lu en plein hiver. Mais pour le coup, la famille est tellement importante, il y a tellement des valeurs qui sont partagées dans cette histoire, qui sont des valeurs qui pour moi sont très importantes mais qu'on retrouve en particulier à Noël, que du coup forcément j'ai complètement accroché et j'ai adoré ce deuxième tome qui était une relecture encore une fois. J'ai rien découvert mais pour le coup j'avais lu ces livres il y a tellement longtemps que ça a été juste un pur bonheur de me replonger dans cette histoire pour ensuite découvrir le troisième tome et vous allez voir. Ce troisième tome là, La douce caresse d'un vent d'hiver, c'est un coup de cœur. Vraiment je suis trop contente d'avoir pu relire les deux premiers tomes avant de me plonger dans le troisième. Dans ce troisième tome on va y suivre Tyler et Brenna qui sont des personnages que l'on suit en arrière-plan des deux premiers tomes, que l'on apprend à connaître et que l'on voit vraiment que c'est les meilleurs amis pour la vie mais avec un soupçon d'un peu plus mais qui n'ose rien dire à l'autre de peur de briser cette meilleure amitié qu'ils ont, de perdre voilà l'amitié de l'autre si jamais ils ne partagent pas ces sentiments un peu plus approfondis qu'ils ont l'un pour l'autre. Bref, c'est juste trop beau. J'ai adoré ça. Je suis pas tellement adepte du type d'histoire Friends to Lovers, mais pourtant ici ça le fait vraiment parce que c'est des personnages qu'on apprend à connaître depuis le début et vraiment c'est juste trop bien fait. On va parler de souvenirs, on va parler de parentalité aussi puisque Tyler a une fille adolescente qu'il vient tout juste de commencer à vivre avec elle et du coup il a beaucoup de choses à apprendre pour l'éduquer comme il faut et en même temps on va surtout parler d'harcèlement scolaire et c'est super bien abordé. Vraiment tout est parfait dans ce roman. En plus ça se passe de nouveau en plein hiver, c'est juste trop bien, j'avais juste envie d'aller faire du ski à chaque fois que je lisais cette histoire. Je vous recommande juste de foncer et d'aller lire La douce caresse d'un vent d'hiver l'hiver prochain, ou même cet hiver, parce qu'en vrai ça passe même pas à Noël. Même si l'histoire se déroule à Noël, franchement ça passe vraiment crème pour tout l'hiver, c'est juste une pépite. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ce bilan lecture, c'est Rendez-moi Noël de Juliette Bonte, qui est une lecture qui m'a un tout petit peu déçue dans un sens, puisqu'on m'avait vendu Juliette Bonte comme étant la queen des romances de Noël également. Et bon, c'est le seul que j'ai lu, donc pour l'instant je peux pas vraiment me faire un avis sur cette autrice, mais quand même, j'ai été un petit peu déçue parce que la romance n'est pas quelque chose de très présent dans cette histoire. Néanmoins, cette histoire est juste trop chouette. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Robin Ferguson, qui est une des filles Ferguson qui
qui possède la chocolaterie Ferguson de Oui. Et tous les ans, la famille Ferguson s'occupe de préparer le Noël de la ville. Sauf que cette année, tout ne se passe pas comme prévu et les Burns, la famille la plus riche de la ville, décident de prendre en main l'organisation de Noël. Et forcément, ça crée des tensions entre les deux familles, d'autant plus que lorsque les Burns invitent toute la ville chez eux pour leur présenter leur nouveau projet de prendre en main Noël, des objets rares disparaissent et il va falloir tout faire pour retrouver ces objets en question très rapidement. Bien évidemment, les premiers dans le collimateur, ce sont les Ferguson. Et du coup, Robin, pour défendre l'honneur de sa famille, va s'allier à Walter Burns pour essayer de trouver qui est le principal coupable, qui a dérobé ces objets. Et franchement, que ce soit pour l'enquête ou l'ambiance de Noël, j'avais rien à redire, c'était vraiment trop chouette. En plus, on y voit un petit peu les manières différentes que peuvent avoir certaines familles de célébrer ces fêtes-là. Et j'ai adoré voir que la famille Ferguson célèbre également Yule. C'était juste trop bien sur ce point-là. Et néanmoins, pour moi, la romance tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Elle est trop soudaine, pas assez développée. Pour moi, limite, elle n'aurait même pas sa place là. On pourrait tout simplement dire que c'est une histoire contemporaine de Noël sans la romance. C'était un peu trop rapide ou sinon il aurait fallu avoir quelques chapitres en plus pour étoffer un petit peu cette romance à la fin. Bref, c'est pas quelque chose qui m'a convaincue, mais j'ai adoré l'ambiance de Noël et j'espère que si vous l'avez lu, il vous aura plu aussi. Mais justement, je trouve que le gros point positif de ce livre, c'est qu'il peut plaire à des personnes qui n'aiment pas spécialement les romances de Noël, mais qui recherchent vraiment une histoire qui se passe à Noël, dans laquelle l'honnêteté et les valeurs familiales de manière générale ont une place essentielle, avec une intrigue très intéressante puisqu'à côté de ça il y a toute une enquête et tout ça qui rend l'histoire vraiment captivante. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, encore une fois, moi j'ai adoré la filmer comme toujours, j'adore vraiment faire ces bilans lecture. J'espère que certains livres vous font envie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels d'entre eux vous font le plus envie. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!